de demander la lumière. Avant de vous saluer, je suis mal élevé. Est-ce qu'on peut demander aux techniciens de diminuer la lumière parce que je ne vois pas la salle? D'en mettre un peu dans la lumière, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir un minimum de lumière dans la salle? Parce que si je ne vois pas les personnes, je suis incapable de parler. Ah. Et alors, on m'a fait venir pour parler. Et alors, si je ne vois pas si je ne vous vois pas, comment est-ce qu'on peut se parler? Donc, merci. Hein. D'ailleurs, j'aurais un peu plus de... Ouais, magnifique, comme ça, je commence à voir les yeux. Hein? C'est bien, c'est bien. Merci beaucoup aux techniciens, c'est très gentil. En tout cas, bonsoir à vous toutes et tous. Merci aux organisateurs de ce colloque de me faire le plaisir d'être avec vous ce soir. Effectivement, moi aussi, je me rappelle de ce 4e congrès mondial sur l'éducation et le développement. J'étais fier de pouvoir réfléchir un peu avec les milliers de participants qui étaient là. Et je crois que les autres avaient été aussi contents. Et ce soir, je pense que je vais être content. Parce que d'abord, je retrouve des amitiés, je retrouve de vieux amis. Et c'est toujours gai de pouvoir se retrouver dans ce milieu un peu familial, familier, amical. Et au fait, parce qu'apprendre à vivre ensemble, au fond, apprendre à vivre ensemble, c'est pouvoir se dire chaque matin, je t'aime un tout petit peu. Hein? Pas beaucoup, parce qu'on ne peut pas aimer beaucoup tout le monde, parce que c'est impensable, mais au moins un tout petit peu. À tout le monde. Alors, le partager avec 7 milliards, c'est un petit problème, mais enfin, on peut arriver à dire à quelqu'un bonjour. Et au fait, ça fait depuis des années, que je pense que la chose la plus importante qu'on devrait enseigner à l'école, qu'on devrait apprendre à l'école, c'est apprendre à dire bonjour à l'autre. Et dire bonjour à l'autre, effectivement, c'est très difficile. Et c'est en train de devenir encore plus difficile. Et comme on verra maintenant, dans les petits mots que j'essaierai de transmettre, de partager avec vous, dans ce monde qui effectivement ne veut plus dire bonjour à l'autre. Dans un monde qui ne veut pas vivre ensemble. Dans un monde qui est bâti au contraire sur la sélection. Un monde qui est bâti de plus en plus sur le fait que notre incapacité de gouverner ensemble la vie sur la planète est en train de rendre encore davantage difficile la possibilité de vie pour tout le monde. Et donc l'impossibilité de tout le monde d'avoir droit à la vie ne fait qu'accentuer la logique de la primauté de la survie individuelle et de sa propre survie. Et dans le cadre d'une culture qui est basée sur sa propre survie, on ne peut pas aimer les gens. On ne peut pas aimer l'autre. L'autre, que ce soit l'arbre, que ce soit la personne à côté, on ne peut pas aimer la vie. Alors, on m'a demandé ce soir de parler un tout petit peu d'apprendre à vivre ensemble. Je m'étais un tout petit peu préparé. Et le voilà. C'est rare que je prépare les choses, même si c'est vrai qu'on l'a dans la tête. Mais ce soir, je me suis dit, c'est une exposition, il y aura des gens qui travaillent, qui agissent déjà. Je ne peux pas faire comme l'italien, raconter de berlusconade. Donc, j'ai essayé maintenant de me donner un tout petit peu un schéma. Et alors, je voudrais vous inviter à penser un peu à l'atome du cristal de fer. C'est mes familiers parce qu'à Bruxelles, il y a l'atomium. Et l'atomium est les 9 sphères qui composent l'atome, qui représente la composition atomique de l'atome du cristal de fer. Ce sont 9 sphères. Et alors, agir ensemble, vivre ensemble, c'est un peu m'est venue l'idée de ces 9 sphères qui composent cet atome. Et pourquoi j'ai choisi l'atome? Parce que l'atome est finalement l'élément de la nature
qui ne peut pas être divisé. C'est le dernier stade de l'unité. On ne peut pas casser l'atome, on ne peut pas le diviser, on ne peut pas le séquencer. C'est le dernier ou le premier élément de la vie. Et donc vivre ensemble, c'est un peu l'idée d'un atome qu'on ne peut pas diviser, qu'on ne peut pas casser, qu'on ne peut pas séquencer et le mettre en petites tranches. Et donc, 9 sphères. Et je vais vous parler donc, gardez ça dans votre tête, cette idée de l'atomium. Et la première sphère, je vous les énumère comme ça, si jamais après j'oublie, je n'ai pas le temps parce qu'on m'a dit que j'ai 40 minutes. Tout à l'heure, on m'avait dit que j'avais 50 minutes. Avant de venir, par correspondance, on m'a dit que j'avais 1 heure. Ça commence un tout petit peu à faire la raréfaction du temps. Et c'est important de pouvoir reconquérir le temps ce soir. Et alors, les 9 sphères seraient le suivant. Primo, l'humanité. Secondo, la sécurité. Tertio, la responsabilité. 4, la solidarité. 5, la mondialité. 6, le bien commun. 7, la gratuité. 8, la coopération. 9, la représentation. Je suis à l'école, hein? Et maintenant, j'essaierai de donner un tout petit peu du sens pourquoi j'ai utilisé ces 9 sphères pour parler d'apprendre à vivre ensemble. Effectivement, ce sont les mots aujourd'hui qui sont très importantes parce que l'une des caractéristiques néfastes du temps que nous vivons, c'est que les dominants ont exproprié les vrais sens des mots, des concepts, des principes qui plus ou moins ont été à la base de ce qu'on peut dire de certaines avancées sociales, humaines, culturelles, politiques que nos sociétés ont réalisées à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle. Ils se sont expropriés du sens. Ils ont fait le vol du sens des mots, des principes fondamentaux. Et ils ne nous permettent pas aujourd'hui même d'essayer de récupérer ces mots. C'est pour cela apprendre, c'est pour cela que le monde de l'éducation, des primaires jusqu'aux retraités, l'éducation est un processus permanent, doit être dirigé vers la reconquête du sens des mots. Premier, je vous disais, humanité. Qu'est-ce que c'est l'humanité? Aujourd'hui, on nous dit l'humanité, au fond, c'est les consommateurs mondiaux sur le marché. Pour dire l'infinité des expériences humaines, quand on dit humanité, on pense aux globalisations. L'humanité, au fait, n'existe pas. On ne parle pas de gouvernement de l'humanité, on ne parle pas, maintenant on parle de gouvernance, on parle de la gouvernance de l'économie mondiale. On parle de sécurité énergétique. On ne parle pas de sécurité de l'humanité. L'humanité, c'est quoi au fond? Vous faites partie de l'humanité? Et pourquoi vous feriez partie de l'humanité? En quoi? Comment est-ce que vous vous sentez dans le vécu quotidien que vous êtes partie intégrante de l'humanité? Qu'est-ce que c'est l'humain? L'humain, c'est faire partie quoi? D'une famille, d'un village, qu'on appelle une communauté humaine. Et la réponse immédiate aujourd'hui, c'est que qui parle au nom de l'humanité? Qui donne le sens de l'humanité? Personne ne peut aujourd'hui parler au nom de l'humanité. Même certaines églises qui s'appellent catholiques universelles. Et on constate qu'au contraire, souvent, on sait qui parle au nom de l'humanité, au nom du monde.
Et ce ne sont pas nécessairement les humains. Ceux qui sont et qui agissent dans l'intérêt de la totalité des humains. On sait qui peut prétendre de parler, c'est-à-dire d'avoir la parole la plus forte, la parole qui impose les règles, la parole qui impose les principes, mais pas qui exprime l'humanité. Et donc il faut apprendre le sens de l'humanité. Au fait, l'apprentissage, vous avez bien raison d'avoir choisi le slogan de votre colloque, il n'y a pas d'humanité, on construit l'humanité. L'humanité à construire, elle n'existe pas. Et il y a des moments où nous, les humains, on a réussi à obtenir certains principes, par exemple le principe d'humanité. L'humanité s'est affirmée lorsqu'on a dit l'esclavage est illégal. Là, ce fut un moment grand d'affirmation de l'humanité. Un autre grand moment de l'affirmation de l'humanité, ce fut quand la Révolution française dit « tous les êtres humains naissent égaux ». C'est une logique. Tous les êtres humains naissent égaux. C'est pour ça qu'ils sont des êtres humains. Sinon, je ne serais pas des êtres humains, ce serait quelque chose d'autre. Et donc aujourd'hui, la première chose à faire, c'est faire sortir de notre capacité créatrice la réalisation de l'humanité. Et là, c'est un travail énorme à faire. Et une particularité de ce processus de construction de l'humanité, c'est d'affirmer le fait que l'humanité est la vie. Et que la vie signifie que l'humanité est en vie et fait partie d'une totalité intégrale de la vie, c'est-à-dire de la vie sur Terre qu'on appelait jadis la nature. Et apprendre l'humanité pour vivre ensemble signifie apprendre tout en différenciant, tout en maintenant la diversité et la différence, de fait que nous faisons partie de la nature. Nous ne sommes pas des météorites tombés sur la planète et qui ont trouvé la nature. Et nous ne sommes pas dans une histoire de la vie marquée d'un côté les humains et de l'autre côté la nature. Nous sommes le résultat du processus de la nature. Nous sommes partie de l'évolution de la nature. Et apprendre à vivre ensemble en tant qu'humanité signifie apprendre à vivre l'intégrité de la vie, c'est-à-dire la partie que nous sommes, non pas différentes comme opposées, mais différentes comme diverses, avec la nature. Nous avons à peu près, à mon âge maintenant, je commence à avoir 65-66% de mon corps est eau. Quand je suis né, j'avais 80, 85, même mon cerveau était presque tout de l'eau. Et l'eau ne m'appartient pas. L'eau, ce n'est pas quelque chose que je peux prendre et en faire ce que je veux. Moi, j'appartiens à l'eau. Nous, les êtres humains, appartenons à cette vie collective dont l'eau est un élément. Apprendre à vivre ensemble, c'est-à-dire à vivre l'humanité, signifie apprendre à vivre la vie dans sa totalité, dans son intégrité. Et ça m'amène immédiatement au concept alors de sécurité. Sécurité de la vie. C'est vrai que notre problème est vivre. Garantir la continuité et la solidité de notre existence. C'est pour ça que les maladies sont considérées comme des atteintes à notre vie. C'est pour cela qu'il faut être en bon état de santé. Comme ils doivent être en bon état de santé, l'autre, la partie dont nous faisons partie, c'est-à-dire la nature. C'est pour cela que les discours sur l'oikos est déterminant. Et l'oikos, logos, le discours sur l'oikos, c'est-à-dire le milieu où on vit, c'est à la terre.
c'est-à-dire les lieux de la vie. C'est pour ça qu'on parle de lieux habitables et de lieux non habitables. Non habitables par personne, par aucune espèce vivante. Et donc, c'est en ce sens-là que l'oikos est la base de cette sécurité, et cette sécurité est totale. La sécurité d'existence doit être commune. On ne veut pas penser à la sécurité du Québec. On ne veut pas penser à la sécurité de la France. On ne veut pas penser, comme surtout les dominants sont en train de penser, la sécurité américaine des États-Unis. Ce n'est pas, ils n'ont rien appris, quoi. Ils n'apprennent pas à vivre ensemble. Et c'est pour ça que la sécurité énergétique, la sécurité alimentaire, la sécurité hydrique, ou bien sont collectives et communes, ou elles n'existent pas. Ce n'est pas parce que Coca-Cola demain est capable d'acheter l'eau du monde. Et ils sont en train de faire les conditions pour que Coca-Cola, Pepsi-Cola et tous les autres sont capables d'acheter l'eau du Baïkal, ou l'eau du Mississippi, ou l'eau du lac de Garde, en fonction de leurs besoins, parce qu'ils sont en train de monétiser l'eau. Et donc, il y aura l'eau, le marché mondial de l'eau, comme il y a le marché mondial du pétrole. Et alors, il y aura le prix de l'eau, comme il y a le prix mondial du pétrole. Et alors, il y a les marchés du pétrole en bourse à Kyoto, ou à New York, ou bien à Amsterdam, à Londres. Et les prix du pétrole variera selon les bourses, comme le prix de l'eau variera selon les bourses, si nous laissons faire cela. La sécurité, au fond, elle est totale, intégrale. C'est ainsi qu'il est juste de considérer qu'il y a des liens importants entre sécurité énergétique, sécurité alimentaire, sécurité hydrique, sécurité tout court. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas en train d'apprendre à vivre ensemble parce que les puissants sont en train d'aller dans une totale autre direction. Ils sont en train de théoriser et nous imposer le paradigme de la raréfaction des ressources essentielles et insubstituables pour la vie. Ils sont en train de nous dire les ressources de la planète, le blé, la terre fertile, l'eau, l'air, voire même la connaissance, la monnaie, sont en train de devenir rares. On ne veut pas permettre à tout le monde d'avoir accès à la monnaie, à avoir de la monnaie. On ne veut pas permettre à tout le monde d'avoir accès à l'eau. On ne veut pas permettre à tout le monde d'avoir accès au blé, aux terres fertiles. C'est pour ça qu'on s'accapare des terres encore qui existent, les terres comme africaines. Et aujourd'hui, la sécurité a été entièrement retournée, détournée, et est considérée la raréfaction inévitable des ressources dites naturelles, indispensables et nécessaires pour la vie. Et plus les choses deviennent rares, un principe de l'économie capitaliste, c'est que quelque chose a de la valeur dans la mesure où elle est rare. Et plus les choses deviennent rares, plus elles deviennent précieuses. Et plus elles deviennent précieuses signifie qu'elles deviennent coûteuses. Et plus elles deviennent coûteuses, plus elles sont inaccessibles. C'est pour ça la raréfaction de départ, au fait, est la raréfaction d'arrivée. Parce que c'est la raréfaction économique qui devient la base, qui raréfie les ressources. Parce que la raréfaction économique signifie qu'il n'y a que seulement certains qui peuvent avoir accès à ces ressources, alors que ces ressources sont disponibles. Mais si disponibles sont du point de vue naturel, elles ne deviennent pas disponibles, donc accessibles du point de vue économique, et c'est pour cela qu'alors la raréfaction économique détermine la raréfaction naturelle et détermine le concept de sécurité, et qui est celui uniquement qui est permis à ceux qui peuvent acheter la ressource rare. Et c'est pour cela que vous, qui êtes dans le domaine de l'éducation à l'environnement, vous devez apprendre, me paraît-il, à enseigner à nous autres, à nos enfants comme à nos vieux, qu'il est inacceptable le processus en cours de monétisation de la nature. Vous savez, ça a été lancé en 2002, au deuxième grand sommet de la Terre à Johannesburg, a été accepté et a été confirmé maintenant à Rio + 20, au troisième sommet mondial de la Terre, les principes et la pratique de monétiser la nature, c'est-à-dire de donner une valeur monétaire
et donc marchande, et donc soumise aux logiques financières, à toute forme de vie. Un microbe, une espèce végétale, nos gènes, l'eau, l'air, n'importe quelle forme de vie. Et c'est seulement la monétisation qui peut permettre, selon nos dominants, de pouvoir leur mieux gérer la vie et donc d'avoir un développement qui disent-ils durable, parce que plus les choses coûtent, mieux alors les êtres humains sont capables d'appliquer un comportement raisonnable, sage, sobre, et vont défendre la permanence de la quantité des ressources rares, parce qu'elles vont devenir de plus en plus chères. Et c'est donc cette affirmation absolument absurde de dire que le futur de la vie sur notre planète dépendra de notre capacité de monétiser la vie. Et je vous invite à réfléchir sur ces questions et à préparer, non pas des dossiers pédagogiques, mais à préparer une grande campagne qui devra durer des générations sur la démonétisation de la vie. Cette sécurité, donc, est un problème, alors, finalement, et je parlerai encore un tout petit peu sur la sécurité parce que c'est central, l'âge actuel. Le mot-clé de toute forme de vie est comment s'assurer l'accès aux ressources indispensables, et ils pensent les dominants indispensables de l'économie. Coca-Cola s'intéresse au futur de l'eau, parce que si l'eau va manquer, l'eau bonne pour l'usage humain, Coca-Cola fermera baraque, parce qu'elle ne pourra pas faire ses boissons. Et la même chose, c'est pour les industries minières, la même chose, c'est pour l'IPAD, parce que l'IPAD a besoin de grandes quantités d'eau très, très, très pure. Et si cela vient à manquer, ils ne pourront jamais plus faire les IPAD, etc. Donc, c'est la sécurité de type matériel productiviste qui aujourd'hui est vendue comme l'enjeu le plus fondamental du devenir des sociétés humaines sur la Terre. Cette sécurité, nécessairement, est excluante, nécessairement porte au conflit, nécessairement porte à la guerre. Et c'est pour ça que les groupes dominants, qui depuis des décennies nous racontent que les ressources sur la planète sont en train de devenir rares, ils ne font que parler des inévitables guerres mondiales, conflits sur la Terre, sur l'appropriation des terres, sur l'accès à l'eau, sur l'accès à l'énergie, sur l'accès aux arbres, sur l'accès aux microbes. Et ils nous annoncent donc, à partir d'un principe qui serait considéré comme positif, la sécurité, qu'il y aura des guerres et que vivre ensemble est impossible. Et c'est là alors que l'impossibilité de vivre ensemble légitimise toutes les politiques actuelles de rupture, de créer des murs, d'intensifier les barrières, de créer des obstacles pour que tout puisse avoir le même accès aux mêmes ressources ou biens qui sont considérés, qui sont objectivement essentiels, insubstituables pour la vie. C'est très important cet accent sur la sécurité, parce qu'il est le mot qui mieux attire l'opinion publique et l'imaginaire du peuple. Quelqu'un qui parle « je vais devenir puissant pour garantir la sécurité alimentaire à nos foyers », il va être écouté. Celui qui parle « je me bats pour que nous vivions l'humanité qui soit reconnue, l'humanité qui vive ensemble en solidarité, en partage », risque de ne pas être entendu avec la même force que le premier. C'est pour cela qu'il faut libérer les concepts de sécurité des notions et des dimensions que les groupes dominants nous ont imposées au cours d'au moins des 4 dernières décennies. La sécurité, alors, signifie qu'apprendre à vivre ensemble, c'est la responsabilité, et ça, c'est la 3e sphère. Il faut être responsable. S'il y a une humanité, les humains doivent être responsables vis-à-vis de l'humanité, pas vis-à-vis des marchés financiers.
Alors qu'aujourd'hui, la responsabilité, on le sait, même la responsabilité éthique de la plupart des dominants est de dire ben je suis responsable de la capacité d'assurer la croissance. Si je suis incapable d'assurer la croissance, je suis éjecté par les gens. Sarkozy, Hollande, Monti et tous les présidents des États-Unis, c'était toujours autour de la croissance de la puissance américaine. Et tous les politiciens aujourd'hui, ils ne peuvent pas esquiver le fait qu'ils doivent parler de croissance. La responsabilité, c'est vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis de créer une capacité d'accumulation d'un pays, d'accumulation de puissance en termes de richesse. Aujourd'hui, le gouvernement, maintenant, le président français Hollande, est un peu en difficulté parce qu'il a accepté qu'il y ait un rapport sur la compétitivité française. Et alors, maintenant, ils sont tous à préoccuper les Français parce que leur cote à part de marché de l'exportation mondiale est tombée de 9% il y a 15 ans à 6% maintenant. Là, c'est la catastrophe. Les Français disent, nous sommes en train de mourir. Parce que, alors que quand ils avaient 9 plutôt que 6, les autres ne mouraient pas. Les autres étaient bien entendu bénéficiaires de la croissance française. Non. Donc alors maintenant, c'est un désastre. Alors que quand ils occupaient eux cette place, maintenant ce sont les Chinois. Alors les Chinois sont en train de devenir le danger numéro 1 parce qu'ils s'occupent de l'économie mondiale. Et donc, cette responsabilité qui est conçue, non pas vis-à-vis de l'humanité, non pas une responsabilité de la sécurité d'existence de tout le monde, fait en sorte que la responsabilité devient une responsabilité de pouvoir exactement avoir les leviers du pouvoir de contrôler les mécanismes de sécurité. Et c'est pour cela qu'à l'heure actuelle, ils peuvent parler de développement durable, ils peuvent parler de programmes, etc. En réalité, non seulement ils ne le font pas, mais ils font des choses qui concrètement, objectivement, sont contraires à l'idée même du développement durable. L'exemple, c'est l'exemple de l'énergie qui est considéré le gros problème, et en termes de sécurité d'approvisionnement énergétique, le gros problème des sociétés dites développées et des sociétés du monde. Et on le voit. Pourquoi ils ne veulent pas changer les causes du changement climatique? Pourquoi ils ne veulent pas modifier structurellement le concept de croissance et d'accumulation pour le remplacer par les concepts de vivre ensemble dans la nature, avec les autres humains, les êtres humains? Et pourquoi ils ne le font pas malgré les derniers éléments que nous avons vis-à-vis de la destinée de la nature sur la planète, confirment que nous sommes en train d'aller plus rapidement qu'on ne l'ait pensé en 1972, lorsqu'il y a eu la première conférence à Stockholm sur l'environnement. On nous dit déjà qu'en 2015, les glaciers du pôle arctique vont disparaître en été. Et on pense qu'en 2030, il n'y aura plus de glace sur le pôle arctique déjà toute l'année. Mais que la Groenland, par exemple, va perdre pratiquement trois quarts de ses glaciers. Ça signifie un réchauffement, donc alors, non seulement de l'atmosphère, mais également un réchauffement des océans. Et ça signifie également l'élévation du niveau des mers. Et il y aura beaucoup de territoires qui seront submergés. Et il y aura beaucoup d'espèces, voire des terres qui ne seront plus fertiles. La désertification de la Méditerranée est importante. Pourquoi il y a eu finalement le printemps arabe? C'est parce que les blés et les terres n'étaient plus capables de produire et ne pouvaient plus importer. Et donc les prix ont flambé. Et donc les populations arabes n'avaient même plus la possibilité d'avoir le blé pour les pains qui reste encore l'élément vital de l'alimentation dans ces pays. On le sait, ça. On sait désormais qu'on n'arrivera pas à empêcher qu'en 2010, la température moyenne de l'atmosphère ne dépasse les 2
grades centigrades, de 2 degrés centigrades, parce qu'on accepte maintenant, et c'était l'objectif de dire qu'il faut maintenir le réchauffement de l'atmosphère d'ici l'an 2010, l'an 2100, en moins de 2 degrés. Eh bien, on sait qu'on va vers 4. Et certains disent même 6. Mais à 4 degrés de plus d'ici 2100, signifie une catastrophe réelle. On deviendra tous des petites crevettes rouges. On le sait. Et d'ailleurs, les dominants, ils rient, parce qu'ils disent, moi je voulais la technologie pour ne pas devenir crevette rouge. Ce seront les autres qui deviendront. Alors cette responsabilité est fondamentale. Et il faut dire que c'est impossible que nos groupes dominants acceptent de devenir responsables, parce que la logique de la problématique croissante de la sécurité fait qu'il faut accumuler à court terme pour s'assurer. Parce qu'on ne sait pas ce qui sera dans 50 ans, dans 100 ans. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, la responsabilité vis-à-vis des marchés financiers et des bourses dit qu'il est éthique pour ceux qui font de l'économie, qui font des affaires, qui font du business, qui utilisent vos épargnes, etc. C'est éthiquement important de rendre un retour maintenant. Vous savez, les longs termes, dans les logiques financières, les longs termes, c'est 7 jours. C'est la durée de vie économique des produits financiers. La valeur des produits moyenne, la valeur moyenne des produits financiers ne dépasse pas 7 jours dans le long terme. Alors que votre voiture, on vous la vend pour 5 ans, 8 ans. Ça, c'est la durée de vie de votre voiture. Votre frigidaire, 3 ans. 2 ans. Ne pensez plus de faire cadeau, vous les papas, les jeunes papas, ne pensez pas de faire cadeau à vos enfants de votre frigidaire. Vous en aurez ce qui est arrivé dans le passé. Hein? Maintenant, vous devez attendre 4, 5 frigidaires avant de pouvoir dire finalement je donne un frigidaire à mes enfants. Hein? Donc, de ce point de vue, les court termes, c'est ça. Quand on vous dit short-termisme dans les journaux, etc., signifie que les principes de rendement dans le long terme, sur le plan de notre économie financiarisée, c'est 7 jours. Comment voulez-vous qu'ils pensent à ce que sera le monde dans 30 ans? D'autant plus que ceux qui construisent ou qui disent de produire richesse se basent sur le fait de pouvoir cumuler richesse dans le court terme. On ne pourra jamais, personne, aucun grand chef patron d'une entreprise ou d'une banque ou directeur d'un grand marché boursier, il ne pourra pas faire des politiques qui vont dans le long terme, qui vont pour changer les systèmes énergétiques, qui vont pour changer les systèmes alimentaires, qui vont pour changer les systèmes agricoles, sont incapables. Et c'est pour ça qu'alors la responsabilité, axée sur ces fondements de sécurité, sur les fondements d'humanité, doivent être complètement modifiés, et c'est là qu'il faut réapprendre à comment vivre ensemble ces 3 sphères. La 4e, alors, devient évidente. Le monde actuel n'est pas solidaire, est structurellement incapable de produire solidarité. Parce que solidarité, ce n'est pas faire la charité. Solidarité ne signifie pas effectivement je te donne un peu d'argent ou je t'aide un peu parce que je t'aime un tout petit peu. Non, solidarité vient du latin in solido. Solido signifie totalité, signifie entièreté. Et en effet, il y avait une figure juridique dans les droits romains qui disait que les gens étaient responsables in solido. C'est-à-dire que c'est que tout le monde des membres de la famille était responsable de ce que faisait la famille. Et c'était une solidité. Et la solidité signifiait responsabilité, pas charité. Alors aujourd'hui, il faut apprendre que responsabilité et solidarité vont de pair. C'est la même chose. La solidarité signifie que nous devons structurer notre manière d'imaginer le monde dans lequel nous vivons, la vie dans laquelle nous sommes partis, à manière que je me sente responsable en totalité.
tout le temps, anytime, anywhere, de ce qui se passe autour de moi. C'est vrai qu'il est difficile aujourd'hui de faire comprendre à un enfant qu'il est responsable de 7,5 milliards de gens. Eh bien, je crois que l'enfant ne comprendra plus facilement qu'un adulte. C'est pour ça souvent, moi j'ai dit, il ne faut pas tellement éduquer les enfants. Il faut éduquer les adultes. Parce que c'est les adultes qui font le monde. Les enfants ne font pas le monde. Et alors, de ce point de vue, la solidarité, que la solidarité soit apprise à l'école, dans ce moment de communauté, de partage, soit appris comme responsabilité, me paraît un pas central dans cet atomium. Et alors, ça m'amène à dire que la responsabilité, la solidarité, je vais regarder immédiatement dans ma logique, parce que, oui, donc, alors c'est les concepts alors de mondialité. Au fait, pour faire court, parce que le temps passe, je crois qu'on peut interpréter les moments historiques que nous vivons de la manière que maintenant je vais un peu expliquer rapidement. C'est qu'au fait, le capital privé a gagné. Le capital privé a gagné à être le propriétaire du monde. Ce ne sont pas les États qui ont le contrôle du monde, ce ne sont pas les communautés humaines. Les États, les communautés humaines, nous, les mouvements associatifs, nous sommes le ferment, nous sommes les molécules qui se battent, et heureusement que nous sommes là. Mais nous n'avons pas le contrôle. Le contrôle est aux mains de certains pouvoirs limités. Et ces pouvoirs limités ont créé, par une accélération fantastique à partir des technologies d'information, de communication, des technologies de transport, pensées au container. Le container a changé le monde comme le computer. Le container a fait de sorte que les prix de transport a baissé par milliers, par un facteur 1000, par un facteur 2000. Et ça, c'est pour cela que le monde est devenu non seulement un réseau de computers, est devenu un réseau de containers qui sont bougés d'un part à l'autre en permanence, 24 heures sur 24. Ils ont profité de ça pour s'emparer du contrôle du monde, au-delà des États, au-delà des structures politiques, au-delà des pouvoirs publics, au-delà des pouvoirs représentatifs dont je parlerai dans quelques instants. Et ils ont inventé le concept de globalité de la condition humaine. Ils se sont dit, nous sommes dans la globalisation. Et c'est la globalisation un processus naturel, historique. C'est inévitable. C'est le progrès. Il faut avoir le marché global, il faut avoir l'entreprise globale, il faut avoir la voiture globale, il faut avoir les computers globaux, il faut avoir les programmes globaux, il faut avoir le master global. Et ils ont réussi. Et leur capacité de domination est l'inverse ou égal de leur pouvoir d'accumulation de la richesse. Et c'est pour ça qu'ils ont présenté la globalisation de l'entreprise, des marchés, des flux, des finances, des bateaux, des voitures, etc., comme le processus nécessaire indispensable de produire la richesse et donc la croissance. Et ils ont affirmé que l'histoire désormais n'était qu'une évolution possible à l'intérieur de cette globalisation. Il n'y avait pas d'alternative à cette globalisation, parce que cette globalisation était l'histoire. Et que donc les forêts primaires avaient une fonction face à la capacité d'assurer la croissance de ce processus de globalisation. C'est pour cela que la monétisation de la nature est la dernière étape fondamentale qui ferme la boucle de l'affirmation du pouvoir du capital privé qui est devenu le propriétaire de la vie sur la planète. Et de l'autre côté, il y a la prise de conscience de la mondialité de la condition humaine, que nous sommes tous effectivement liés les uns les autres, que nous sommes tous égaux,
que la sécurité de mon existence dépend de la sécurité de l'autre. Une mondialité qui a fait comprendre la beauté et la grandeur de l'intégrité. Cette mondialité qui nous fait rendre compte finalement qu'on peut parler toutes les langues qu'on veut, mais qu'on est le même être humain. On peut être différent, mais on est partie de la même humanité. On a les mêmes droits, que je sois vieux ou jeune, que je sois compétent ou pas, que je sois une femme malade ou une femme forte. Ben, nous sommes tous des humains et nous avons tous les droits à la vie égaux et que nous sommes égaux face aux droits. Ça, même les dominants l'ont compris. Et même nous tous, nous sommes là. Et c'est vrai qu'il y a, quand vous regardez des assemblées générales, par exemple, 3 millions de jeunes qui se rencontrent au-delà des religions, 3 millions de jeunes qui se rencontrent, c'est un phénomène terrible, c'est important. Quand vous voyez qu'il y a des milliards de gens qui se passionnent pour un même problème, quand on était content du printemps arabe, quand dans les pays arabes on était content du printemps québécois de nos jeunes universitaires, et c'est les jeunes du Québec qui ont donné une leçon d'histoire extraordinaire, parce qu'au-delà de lutter contre l'augmentation des frais de scolarité, que ce n'était pas tellement important en soi, c'était déterminant, ils ont lutté contre la marchandisation de l'éducation. C'est ça la valeur historique est forte. Je n'ai pas les carreaux rouges, mais j'ai la cravate rouge. Hein? Je suis venu exprès avec une cravate rouge parce que c'est plus aristocratique qu'une cravate rouge. Et je suis encore un peu pas assez trop populiste pour faire ça. Et donc, alors ça, le conflit, c'est entre ces deux tendances historiques, la mondialité et la globalisation. Apprendre à vivre ensemble signifie battre pour que la mondialité gagne contre la globalisation. Et finalement, dans ce cadre-là, c'est 5e ou 6e grosse sphère, c'est les biens communs. Qu'est-ce que sont les biens communs? Pas tout est bien commun. Les biens communs, effectivement, et ce n'est pas par hasard qu'on est en train de parler de plus en plus, depuis 30 ans, des biens communs, parce que c'est lié à cette mondialité, pas à la globalisation. La globalisation ne reconnaît pas de biens communs. La globalisation dit que l'eau n'est pas un bien commun, c'est un bien économique, marchand, de grande valeur maintenant stratégique pour l'économie et la croissance de demain. La terre n'est pas un bien commun. La connaissance n'est pas un bien commun. Qui parle de bien commun, elle est pour la mondialité, pour l'humanité, pour la responsabilité, pour la sécurité collective. Et les biens communs, effectivement, sont ces biens qui sont essentiels et insubstituables à la vie et qui sont l'objet de la responsabilité collective et qui donc demandent que la responsabilité aussi financière de la couverture des coûts pour permettre d'avoir les biens communs comme l'eau à la maison, ou bien un hôpital, ou bien une école, ou bien des routes, ou bien un espace, un éco qui soit en bon état écologique, tout ça, ça coûte. Eh bien, les biens communs, c'est ça parce que la collectivité prend en charge, donc est responsable, en solidarité, est responsable des coûts nécessaires pour permettre à tout le monde d'avoir accès à ces biens qui sont essentiels et insubstituables de la vie. Et c'est ça les biens communs. Et c'est pour cela que les biens communs, à l'origine, avaient une poussée forte de changement de la société avec le C majuscule, pas de petits changements. Et encore aujourd'hui, la lutte pour l'éducation comme bien commun exprime effectivement cette nécessité de pouvoir s'opposer à cette puissance des oligarchies privées qui prétendent être propriétaires de la vie. Les biens communs sont importants aussi parce que ça, l'autre sphère, c'est la gratuité. Ils mettent en évidence un concept qui a été éliminé de nos têtes. La plupart de nous pensent que
rien ne peut être gratuit. Et que la gratuité, c'était peut-être un concept de philosophe, de mystique. Mais la gratuité, combien de gens les disent, ils vous disent toujours, mais comment, il faut payer, quoi. Je ne veux pas avoir l'électricité gratuite, l'eau gratuite, la santé gratuite, qu'est-ce que c'est? Eh bien, la gratuité, nous devons réinventer et réaffirmer les contenus forts comme principe fondateur d'une société humaine, responsable, solidaire, etc. Parce que la gratuité dit deux choses. En premier lieu, elle dit que s'il est vrai qu'il y a des coûts, et porter l'eau à la maison a des coûts, il y a des tuyaux, il y a des aqueducs, il y a des stations de potabilisation, il y a des stations d'épuration, des traitements de choses, ça coûte, eh bien les coûts sont pris en charge par la collectivité. La gratuité ne signifie pas absence de coûts. La gratuité signifie la prise en charge par la collectivité des coûts pour permettre à tout le monde d'avoir accès dans la qualité nécessaire à la vie, à l'eau qui est insubstituable, irremplaçable, essentielle à la vie. C'est ça la gratuité, la première dimension. La deuxième dimension de la gratuité, c'est qu'elle nous appelle à réfléchir sur le fait que l'échange, les relations entre les gens ne peuvent pas être résolues uniquement par des échanges monétaires. Et que donc la non-monétarité des rapports entre les gens, c'est la gratuité. Je n'ai pas nécessité de payer ou d'échanger quelque chose, un service, vivre avec l'autre, uniquement à travers l'échange marchand, l'échange monétarisé. Je peux avoir un échange, je peux même devenir prof, mais avoir d'autres formes de, soit-dit, rémunération que la rémunération monétaire. Et la gratuité, donc, est importante, est une des conditions de survie de l'humanité pour l'avenir. Libérer les relations humaines et les relations avec la nature de la monétarisation. Et c'est pour cela qu'à l'heure actuelle, il faut se battre contre les résultats de Rio + 20. Parce qu'ils sont consacrés à la monétarisation de la nature. Et donc il se dit qu'il ne peut plus avoir aucune forme de gratuité de vie. Parce que tout doit être exprimé en termes de valeur à travers le paramètre monétaire. Et réduire toute valeur à des paramètres monétaires, financiers, économiques signifie tuer la vie et tuer la société. Cette gratuité m'amène à traiter alors rapidement, parce qu'il me faut encore 2 minutes, là vous dites. Vous êtes généreux. Très généreux. 2 minutes italien, merci beaucoup. Alors là, vous attendez 2 heures. Donc, non, mais j'arrive. Donc, la gratuité vient de la coopération. Parce qu'effectivement, on ne peut pas avoir de gratuité réelle sans coopération. Alors qu'il n'y a pas de coopération dans les relations monétarisées. Tout dépend de la valeur de l'acheteur et de celui qui achète. Il n'y a pas de coopération dans un échange marchand monétarisé. Il y a des utilités marginales qui dépendent du prix. Mais il n'y a pas de coopération. C'est toute une boutade lorsque un entrepreneur vous dit « Vous êtes ma personne préférée parce que vous êtes mon consommateur. On va coopérer ensemble. » J'espère que vous n'avez jamais cru que votre banquier coopère avec vous. Non? S'il avait pensé ou cru, je regrette de vous décevoir. Hein? Il n'y a pas de père de famille, il n'y a pas de mère de famille dans les banquiers. Quand ils le veulent, ils s'en vont. Parce qu'ils ne peuvent pas. Et donc, la coopération devient fondamentale, dans le sens qu'on est coopérateur. Opéra vient aussi des mots du latin, qui signifie œuvre. Nous sommes des créateurs d'œuvres. Chacun de nous est un sujet de création d'œuvres. Notre grandeur humaine, c'est qu'on crée des œuvres
il n'y a pas seulement Dieu qui fait les œuvres. Nous sommes sujets d'histoire quand on fait des œuvres. Et il ne faut pas être artiste pour faire des œuvres. C'est chacun de nous dans la vie quotidienne qui est un créateur d'œuvres. Et c'est pour ça que nous resterons dans les mémoires des gens, parce qu'on a fait des œuvres. Si on ne fait pas des œuvres, on ne reste pas dans les mémoires, même de nos enfants, ou de nos petits-enfants, ou de nos amis. Le sujet d'histoire, c'est celui qui fait des œuvres. Et c'est pour ça qu'il faut coopérer, parce qu'on ne peut jamais faire des œuvres tout seul. Toute œuvre prégnante d'histoire est une coopération. Toute œuvre. Même écrire un roman, c'est parce qu'il fait partie de sa civilisation. Il fait partie de la société. Il exprime, il a coopéré avec tout ce qu'il décrit. Et donc la coopération est fondamentale, dans le sens qu'elle est l'école quotidienne d'être créateur d'histoire. Et vous n'avez pas dignité de vie si on vous empêche d'être créateur d'histoire. C'est pour cela que les phrases qui disent « il n'y a pas d'alternative à cette globalisation, il n'y a pas qu'à faire ça, on ne peut pas changer », ce sont tous des principes que les dominants veulent imposer pour empêcher que les autres soient, et que tous soient créateurs d'histoire. Et c'est pour cela que nous libérer de l'imposition des inévitabilités des parcours remplir selon le modèle que le principe fondamental est de devenir riche individuellement. Et que pour cela, la créativité individuelle, technologique, poétique, sociale, humaine, doit être mise au service de ce parcours qui, on mesure, en 2013, le PIL le PNB de l'Allemagne augmentera seulement de 0,9. Il aurait dû être 1,1. Et ça, c'est le cheminement. Et alors tout le monde est préoccupé. Si au lieu d'être 1,1, il sera à 0,9, ça c'est l'emprisonnement de l'histoire des humains. Et c'est pour cela qu'ils disent que ça, si on ne fait pas 1,1 plutôt que 0,9, eh bien on est en crise. Et alors c'est pour cela que les dominants disent, puisqu'on est en crise, il faut des sacrifices. Et c'est vous qui venez vous sacrifier. Et le culte du sacrifice a été toujours l'acte suprême des dominants. Quand les dominants ne parviennent jamais à résoudre les problèmes qui sont créés, ils entrent dans la culture et la pratique des sacrifices. La pratique sacrificielle est le moment déterminant de l'incapacité des dominants de résoudre les problèmes qui sont créés. La guerre, c'est ça. La guerre, c'est le sacrifice maximal que les dominants aujourd'hui imposent aux gens. Et la crise de la planète, le changement climatique, est une forme sacrificielle. Et c'est vrai, on peut vous garantir que si ça continue comme ça, à l'an 2100, il n'y aura plus 7, 9 milliards de gens. Là, peut-être 2 milliards. Les autres, on aurait été soit éliminés, soit relégués dans des endroits invivables. Parce que le sacrifice est inhérent à la logique accumulatrice et sélective des groupes dominants. Donc, coopération. Et alors, ce n'est pas par hasard que l'année prochaine, cette année, l'ONU l'avait déclaré l'année internationale des coopératives, et l'année prochaine, l'ONU a dit que c'est l'année internationale de la coopération, notamment dans l'eau. Et alors là, le monde de l'éco-développement devrait essayer de s'emparer, de ne pas laisser aux dominants le speak, le langage dominant, à ce qui signifie la coopération internationale et mondiale dans les domaines de l'éco-développement. Et finalement, vous voyez que je suis presque arrivé au bout de ce chemin. Il n'y a aucune société qui peut vivre sans représentation. Et ils ont tué la représentation.
Ce n'est pas nos gouvernants que nous avons élus qui nous représentent, qui gouvernent. Les formes de représentation syndicale, on les a éliminées. Et souvent, les syndicats ont aussi joué un peu le jeu. Pensez au fonds de pension des syndicats. Ils sont entrés dedans, entièrement, dans la logique des dominants. La représentation de la vie. C'est lui qui me représente. Je ne veux pas être là, mais j'ai confiance. Les dominants ont tué la crédibilité du politique. Les dominants ont discrédité le politique. Les dominants ont tué les citoyens. Et ils ont mis les consommateurs, les investisseurs, les machines des marchés. C'est pour ça qu'il faut écouter toujours ce qu'ils disent les marchés. Il faut espérer que les marchés ne se fâchent pas. Il faut espérer que les marchés soient tranquilles. On ne se demande jamais qu'il faut écouter les parlements, qu'il faut écouter que les parlementaires ne doivent pas se fâcher. Rien du tout. La représentation du monde, la représentation de l'humanité va être l'un des défis majeurs des 3-4 décennies à venir. Donner une représentation à l'humanité. De sorte qu'on puisse avoir effectivement, à travers cette représentation, une sorte de pacte social mondial. On ne peut pas laisser gouverner le monde par les dominants. Ils l'ont démontré. Les marchés, les finances actuelles, le capital privé est un échec total par rapport au gouvernement du monde, d'une société humaine responsable et juste. Et je crois que là, alors, les 9 sphères nous donnent ce cristal. Et le cristal est fantastique parce qu'il est de fer. Et ce cristal, au fond, nous sommes les 9 sphères. Nous sommes les éléments cristallins de ce atomium de 9 sphères desquels dépendra la construction d'une société planétaire d'humanité. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Là. Merci à vous. C'est gentil. On m'a dit que, c'est gentil, on m'a dit que dans la générosité du maître du temps, on a dit que nous avons une demi-heure pour... Oh non. Non, on n'en a plus, malheureusement. Non, à 9h15, il faut terminer. Est-ce que je peux avoir le micro? Oui. Voilà. Écoutez, je pense qu'il fallait respecter l'insécabilité des 9 sphères. Voilà, et respecter l'insécabilité des 9 merci, sphères. Merci. D'ailleurs, ça valait la peine d'attendre jusqu'à la 9e. Nous force à renoncer un petit peu à l'échange qu'on avait prévu. Par contre, M. Petrella sera là demain. Donc, M. Petrella...